Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au microphone, Mohamed Maman, journaliste à la radio Garkwa Maradi. Ce forum est diffusé sur l'ensemble des 8 régions du Niger grâce à un réseau de 52 radios partenaires. À Maradi, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Garkwa 107 MHz et la radio Saraounia sur les 102 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème comment réussir la libération des champs agricoles tout en favorisant une coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Chaque année, la date du 31 décembre marque un tournant décisif où les champs agricoles, après la saison de pluie, sont libérés pour permettre aux éleveurs d'y faire paître leurs animaux, profitant ainsi des résidus de culture. Cependant, des tensions et des conflits surgissent fréquemment à cette occasion, mettant en lumière la nécessité d'une gestion concertée et d'un dialogue renforcé. Quels mécanismes peuvent être mis en place pour renforcer la concertation entre agriculteurs et éleveurs avant la libération des champs? Comment prévenir et gérer efficacement les conflits lors de la période de libération des champs? Quelle est la responsabilité de chaque acteur agricole, éleveur et autorité pour garantir une coexistence pacifique et durable? Pour répondre à toutes ces questions et débattre de ce sujet intéressant, nous avons invité M. Gallo Badagé, secrétaire permanent du Code rural de Maradi, spécialiste en questions foncières. M. Gallo, bonjour. Oui, bonjour Mohamed. M. Salissou Seydou de la Chambre régionale d'agriculture CRA, une chambre qui regroupe tous les acteurs ruraux. Bonjour M. Salissou. Bonjour, merci. Et enfin, Mme Memouna, Mme Sadi, de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes, antenne de Maradi. Madame, bonjour. Bonjour, Mohamed. Merci, mesdames et messieurs, de répondre à notre invitation et soyez les bienvenus. Débutons la première partie de ce forum qui va s'apaisantir sur la gestion concertée de la libération des champs. Pour vous demander, vous, M. Gallo Badagé, du Code rural, quel est le cadre juridique actuel qui régit les périodes de libération des champs et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs? Merci Mohamed de m'avoir donné cette opportunité pour définir le cadre juridique qui définit ce processus de fermeture et de libération des champs à l'échelle en tout cas du territoire du Niger. Ces dispositions qui fixent la fermeture ou la libération des champs sont définies par la loi 2010-029 du 20 mai relative au pastoralisme au Niger et dans ses articles 34, 35 et 36. C'est-à-dire, à travers ces dispositions, donc la vision nationale, c'est vraiment confirmer la volonté du Niger, du pouvoir public, l'intégration entre l'agriculture et l'élevage. Donc pour la vaine pâture, parce que vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas les Nigériens dans son sang, dans son comportement, il est en même temps agriculteur et éleveur. Donc c'est dans ce contexte, en tout cas cette disposition, en tout cas a permis aussi de fixer cette question de fermeture et libération des champs pour que cette vaine pâture, que les animaux qui sont les nôtres puissent pâturer très bien et aussi sans aucun conflit, en tout cas entre les acteurs communaux, donc, ou du moins locaux, les producteurs qui sont deux fois et même les éleveurs. Mais c'est un processus. Si je prends le premier, la question de fermeture des champs. Ça, c'est avant. Ça, c'est. Voilà, c'est. Pendant la saison. En tout cas, au moment de l'installation de la saison pluvieuse. Donc, ça, au moins, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça ne souffre pas beaucoup de problèmes qui opposent les communautés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pris des actes le concernant parce que ça, localement, à travers les décisions coutumières, alors les gens respectent ça. Vous savez, par exemple, au niveau des villages, au niveau des tribus, au niveau des cantons, dès qu'on a semé
2 à 3 semaines, déjà les cultures sont arrivées au stade où il faut cercler. À ce temps, au niveau des villages, les autorités, le chef du village ou les chefs de canton ou de groupement, elles appellent toutes les communautés à travers les crières publiques pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, donc tous les champs sont fermés, les animaux ne doivent pas accéder aux champs. Et les gens le respectent. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a moins de problèmes, en tout cas, par rapport à la fermeture. Comment intervient la décision de libérer les champs? Très bien. Donc, le processus, en tout cas, de libération des champs s'inscrit comme suit. C'est des étapes. Ça veut dire que à partir de la deuxième, troisième décade du mois de septembre, ça veut dire que déjà, au niveau communal, si on peut le dire, le niveau département doit normalement adresser une lettre d'invitation au niveau communal que tous les acteurs se réunissent pour analyser l'évolution de la campagne au niveau de leur entité communale. Cette réunion, sous l'autorité du maire ou administrateur délégué de la commune, le SP de la commission foncière communale, les conseillers ou qui sont à l'échelle de la commune, la chefferie traditionnelle qui sont au niveau de la commune, les organisations d'agriculteurs et des éleveurs, des femmes, les services techniques qui sont à l'échelle communale et les radios communautaires, tous ces acteurs-là se retrouvent pour voir quel est le niveau d'évolution de la campagne à l'échelle de leur commune. C'est à partir de ça qu'ils font la projection. Et ils pensent qu'à partir de telle date, ils peuvent libérer les champs pour que leurs animaux puissent pâturer dans ces champs. Donc, une fois qu'ils ont fait leur proposition, cette proposition, il y a un PV qu'ils ont élaboré et ils transmettent le PV là à l'échelle des départements. Donc, au niveau des départements, ils font la même chose. Voilà, dans la troisième décade de septembre, même si ça a duré novembre, donc ils réunissent l'ensemble de ces acteurs du département et des communes sous la présidence du préfet, donc pour tenir la réunion. Et chacun de ces acteurs communaux, par rapport à chaque commune, la date qui est proposée, maintenant chacun dit pourquoi il a proposé cette date. Donc, ensemble, ils se consultent à l'échelle du département. Ils font une proposition de la date ou des dates à l'échelle des départements. Une fois que cette proposition est faite, en tout cas, ils transmettent ça au secrétariat permanent régional. À vous? Dans le mois de novembre, la première décade du mois de novembre. Donc, toutes les propositions des départements et des communes là sont transmis au niveau du secrétariat permanent régional et qui, avec la participation des secrétaires permanents départementaux des commissions foncières et les cadres aussi régionaux, les directions régionaux de l'agriculture, l'élevage, l'environnement, tous ceux qui sont concernés en tout cas dans l'intervention et les organisations pastorales. Donc, nous faisons ce qu'on appelle autour du secrétariat permanent régional une synthèse de l'ensemble des propositions sous forme de rapport, et c'est ce rapport-là que nous transmettons au gouverneur de la région de synthèse. Et au vu de ce rapport, maintenant, le gouverneur convoque maintenant la réunion régionale de libération des pour champs Maradi, à l'échelle la date qui est retenue. Quelle est la date qui est retenue cette année? Donc pour cette année, la date qui est retenue à l'échelle de la région de Maradi, c'est la date du 31 décembre. Donc, alors, comment le secrétariat permanent du Code rural assure-t-il le respect des délais de libération des champs? Bon, le respect de cette date émane de l'ensemble des acteurs, comme je viens de dire. C'est sous la responsabilité des acteurs. Nous, ce qu'on fait à travers donc, la réunion régionale qui a regroupé l'ensemble de ces acteurs-là, locaux, communaux, départementaux et régionaux, comme la date là a été arrêtée, en même temps, tous les acteurs là sont responsabilisés dans la diffusion d'informations
Donc pour la communication, que ce soit les autorités, les associations, les radios communautaires aussi, et les radios régionaux, en tout cas, je crois que toute cette composante, en tout cas, est chargée de la diffusion de l'information auprès des acteurs. C'est un cadre qui permet au moins à tous les acteurs d'être au courant et du respect de cette disposition sous l'arrêté du gouverneur. Merci Gallo Badagé pour toutes ces précisions. Je veux me tourner vers Sadissou Seydou de la Chambre régionale de l'agriculture pour savoir comment la Chambre régionale d'agriculture facilite-t-elle actuellement le dialogue entre les deux acteurs. Qu'est-ce que vous faites pour faciliter ce dialogue entre agriculteurs et éleveurs? Merci M. Mohamed. Je remercie d'abord M. Gallo de Code rural. Il a bien parlé. Code rural, c'est l'intermédiaire même entre les producteurs et les éleveurs. Vraiment, si on respecte ce que le Code rural a mis, vraiment, on ne peut pas avoir le conflit entre les producteurs et les éleveurs. Vous savez, le conflit entre les producteurs et les éleveurs, c'est quoi? D'abord, les champs sont là, les champs ne déplacent pas, ce sont les animaux qui se déplacent, les éleveurs avec leurs animaux. Bon, s'ils voient, ils sont à côté, le producteur ne peut pas laisser un animal bien chez lui pour lui faire du gaffe. Et puis, lui, l'éleveur ne peut pas encore laisser le champ avec son animal de la fin pour... Donc, c'est ça qui amène le conflit. Mais si on respecte ce que le Code rural... Le 31 décembre... C'est ça. Mais maintenant la décision vous revient, vous, agriculteurs, parce que c'est la date du 31 décembre. C'est ça, la décision, donc, déjà, on a déjà fini. La décision donc, à vous de ramasser tout ce qui a... On a tout ramassé. Parce qu'on sait, nous, les agriculteurs, on respecte le délai. Puisqu'on sait c'est à la date du 31 que ça finisse tout. Mais ce sont les éleveurs qui viennent avant même la date. C'est ça qui nous fait toujours amener des problèmes. Aujourd'hui, vous pouvez assurer que à 11 jours de la libération du champ, bien sûr, que les producteurs ont les producteurs ont tout fini. Tout maintenant. On tout ramassé. On a tout ramassé. On a même laissé, nous, si on nous laisse, vraiment les producteurs, il y a des choses là, c'est que les animaux vont brûler dans les champs. Si on les résidus, oui, c'est ça, il y a tout, on a laissé. Mais seulement c'est avant, dès que tu es là même. Vous savez, le producteur, il met plusieurs semences dans leur champ. Il y a ceux qui, comme si je prends le mil, le cas du mil. Le cas du mil, son siècle, c'est pas long. C'est pas un long cycle. Mais si vous prenez l'arachide, un nébé, c'est ça qui amène tout le conflit de notre avec les éleveurs. Parce que ça prend du temps. Et le temps que vous arrivez à maturité et récolter, bien sûr, la date est là. La date est là. Et encore, eux, ils ne savent pas. Ils viennent pour brûler. C'est ça qui amène le conflit. Qu'est-ce que fait la Chambre d'agriculture pour faciliter le dialogue entre agriculteurs? Vraiment, la Chambre d'agriculture, elle est avec le corps rural, elle fait des sensibilisations, des informations et aux éleveurs, aux producteurs, chacun doit prendre sa responsabilité. Et il mélange toujours avec les chefs des cantons. Bon, si vous prenez la région de Maradi, c'est tout. Vraiment, moi, je vous dis que ça me fait 50 ans ou plus de 50 ans. Je n'ai jamais vu une année qu'on a respectée comme cette année 2024. Tu veux dire que avec c'est le bien producteur planifié. Bien planifié. Donc, avec les éleveurs et les producteurs. Donc, on peut s'attendre à une accalmie, qu'il n'y ait pas de problème cette année. Il n'y a pas de problème. Si on a tout, il n'y a rien. Il n'y a même pas. Chaque région, chaque département, dans la région, chaque département a respecté, chaque commune a respecté ce qu'on a. Puisque je ne sais pas, avec le code rural, la chambre d'agriculture et la reine, ils ont pris un acte vraiment pour respecter les choses. Vraiment, Dieu merci, cette année, ce qu'on nous a fait, aux producteurs, vraiment, avec les éleveurs, tout est calme. Merci Sadissou pour ces précisions. On va finir cette première partie
avec Madame Maïmouna, Madame Sadi de l'AREN, l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Quels sont selon vous les principaux obstacles à la concertation entre agriculteurs et éleveurs au niveau local? S'il y a des difficultés, quels sont ces problèmes qui amènent ou bien qui font que, deux fois, entre agriculteurs et éleveurs, le message ne passe pas? Déjà, le spécialiste de la question foncière a déjà balisé cette question-là en partageant les dispositifs qui est prévu par rapport à la libération des champs. Le dispositif est très clair. Vraiment, il est très clair et inclusif. Parce que ça prend en compte tous les niveaux, du niveau communautaire jusqu'au niveau national. Donc là, il y a un acquis qui est déjà là. Il y a des dispositions réglementaires qui sont prises pour essayer de minimiser les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Mais n'empêche, en tout cas pour nous, c'est un problème de reconnaissance des droits légitimes fonciers entre les deux parties. Entre agriculteurs et éleveurs. Monsieur Gallo a bien dit, par rapport à la fermeture des champs, là, il n'y a aucun problème. Parce que les agriculteurs prennent des dispositions pour sécuriser leurs ressources, les cultures. Maintenant, le problème réside au moment de la libération des champs. C'est en ce moment-là que les champs ne sont pas libérés à temps. Même si officiellement la libération est fixée au 31 décembre, le problème qui se pose, c'est que certains agriculteurs essaient de mettre leurs animaux dans le champ, dans leur champ propre, en attendant la libération des champs. Donc, ce qui fait qu'un éleveur qui voit, en tout cas déjà, les animaux dans les champs, il va penser que lui aussi, il peut avoir accès. Donc c'est ça, le non-respect de la date officielle de libération des champs. Et aussi cette libération des champs-là, c'est vrai qu'il y a les dispositifs qui est mis en place, mais quand même je pense que beaucoup reste à faire. Elle doit tenir compte des changements climatiques, comme l'a dit M. Ducra. Donc en tenant compte, en faisant une proposition selon le contexte. Selon le contexte, la date du 31, elle est officielle. Quand même, il y a des zones qui ne sont pas encore à terme, mais il y a des zones qui ont déjà fini, qui ont ramassé leur culture. C'est ça qui crée ce désordre-là par rapport à la question des libérations des champs. C'est pas uniforme. La finalité de production n'est pas uniforme. N'est pas uniforme. En lien avec les effets du changement climatique, en lien avec le développement des cultures variées dans des zones différentes. Donc là, ça pourrait créer un conflit. Ça crée même des conflits. Parce que l'une des principales raisons des conflits, selon les informations remontées par les communautés, c'est vraiment les dégâts champêtres pendant cette période-là de libération des champs. Alors qu'en principe, les éleveurs ne doivent pas trouver des productions après le 31 décembre, en principe. En principe. Alors, Gallo Badagé, Madame a soulevé une question assez intéressante. Elle dit que deux fois, les agriculteurs mettent leurs propres animaux dans les champs en attendant même la date. Ce que Hajia a dit, bon, vous savez, c'est les communautés. C'est ça. Donc, on peut avoir des gens qui peuvent avoir un comportement contraire. Bon, je crois que c'est toute cette disposition-là qui a été prise en compte cette année pour que, en tout cas, dans la majorité des cas, on les a informés des dispositions légales. Les dispositions, on dit que de loi, ça veut dire que tant qu'on n'a pas libéré les champs, tu n'as pas le droit à mettre, en tout cas, un animal dans le champ, même si c'est dans ton champ. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que cette disposition-là, on a vraiment vulgarisé ça, informé les gens pour que les gens le respectent. Je crois que si la Chambre d'agriculture dit que cette année, il y a du calme, c'est exact parce que présentement, toutes les dispositions ont été prises. Nous n'avons pas enregistré. Et je crois que même sur le plan conflictuel, avant même notre réunion, je crois que c'est presque un cas qu'on a
qu'on a entendu, mais à l'échelle de la région. Donc, je crois que cette année, quand même, il y a de l'accalmie parce que je crois qu'à tous les niveaux, les gens ont pris leurs responsabilités pour éviter de telles pratiques. Entamons la deuxième partie de notre forum. Commençons avec vous, M. Salissou, de la Chambre régionale de l'agriculture, pour savoir quels sont les mécanismes de dialogue existants que vous coordonnez pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs au niveau de la Chambre régionale d'agriculture. Est-ce que déjà des mécanismes existent et que vous mettez en pratique? J'ai dit le mécanisme qu'on a trouvé cette année. Vraiment, c'est très, très intéressant par tout le monde. Et c'est-à-dire, le Code rural, ils ont pris les choses en main, tout les concernant, les secteurs, en tout cas, je vais vous dire les concernant. On a réuni partout dans la région, on a touché tous les préfets, tous les chefs de canton, les communes, les maires, les AD. Et puis même avec les producteurs et les éleveurs, on a tout arrêté. Le Code rural a tout dit. Et la loi qui pose de telle date à telle date sur la récolte ou bien sur les éleveurs qui arrivent. Mais vraiment cette année, ils ont respecté. Tout le monde a respecté. Quel rôle vous avez joué au niveau de la Chambre régionale? Bon, le rôle que nous avons roulé vraiment par le mécanisme par WhatsApp, par des réunions et encore par des... Vous avez fait des visites terrain? Des visites de terrain. Et puis même, puisqu'on allait avec la reine, puisque ce sont les deux mains qui se lavent. C'est ça. Donc, avec la reine, on a tout. Chacun, donc, n'a qu'à tirer l'attention à son... avec ça, on a trouvé vraiment la solution pour du demain. La Chambre régionale d'agriculture collabore avec les autorités? Oui, bien sûr. Toujours régler les conflits et prévenir les conflits? Bien sûr. Toujours, on donne des informations aux autorités. Tout ce qu'on a... La Chambre elle travaille avec les autorités, bien sûr. Madame, je vais me tourner vers vous, Madame Maimouna de la Reine. Selon vous, quelles sont les causes principales de conflits lors de la libération? Même si vous l'avez tout à l'heure évoqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à votre niveau, vous avez vous détenez d'autres causes qui font que pendant la libération des champs, il y a toujours ce petit problème entre ces acteurs ruraux? Est-ce que, deux fois, la descente précoce des éleveurs peuvent aussi constituer des causes par rapport donc, au conflit qu'on peut constater entre agriculteurs et éleveurs? Oui, bien sûr. Un des principaux facteurs de conflit entre agriculteurs et éleveurs, ça pourrait être la descente précoce des animaux. Dû à plusieurs facteurs également. Notamment, comme je l'ai dit, les effets liés au changement climatique. Comme vous le savez, de plus en plus, on enregistre dans les zones un déficit fourrager très important qui fait en sorte que au nord, déjà si je prends l'exemple de la campagne précédente, 2023, déjà en février-mars, le sol était nu. Les éleveurs dans cette zone, en tout cas, ne disposent pas de fourrage, étaient obligés de descendre, de faire une descente précoce. Mais vu les dispositions qui sont prises par les associations de la société civile, on a essayé de prendre des dispositions pour caler cette descente précoce-là. Comment vous avez fait pour caler? Oui, les dispositions qui étaient prises sont énormes. Je vais citer quelques-unes. Notamment en termes de conflit, il y a aussi cette méconnaissance des textes dans le temps, des dispositions réglementaires prévues dans le Code rural. Donc, AREN a pris des dispositions pour essayer d'avoir un extrait du contenu du Code rural et assurer la diffusion à large échelle dans les communautés pastorales et agro-pastorales. Donc là, c'est l'une des dispositions.
Et on a vu que tout récemment, nous avons conduit une étude qui montre que 80% des pasteurs et agro-pasteurs ont quand même connaissance des dispositions réglementaires. Ça, c'est un acquis. C'est vraiment un acquis. Oui. Maintenant, après ces dispositions-là, il y a l'organisation des forats multi-acteurs à tous les niveaux, sur le respect des textes, sur le respect de la date de libération des champs. Et en plus, il y a un dispositif au niveau de AREN où il y a les leaders pastoraux qui assurent la veille citoyenne permanente. Donc, il y a les membres d'AREN qui sont au niveau local, qui veillent à la prévention des conflits à travers les sensibilisations, à travers les médiations, à travers le suivi. Donc ça, c'est des dispositions qui permettent de mitiger les risques de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Merci beaucoup, madame, pour toutes ces précisions. Gallo Badagé, Oui. quels sont les principaux types de conflits fonciers observés lors de la libération des champs? Par rapport aux différents conflits qu'on a l'habitude d'observer, pas cette année. Non, pas cette année, il n'y a pas de conflit cette année, mais qu'on a les types. l'habitude d'enregistrer, vous avez les premiers conflits qui sont importants, c'est agriculteur-éleveur. Maintenant, le deuxième conflit qui arrive, en deuxième, c'est entre agriculteurs et agriculteurs entre eux. Et aussi, après, on peut avoir des conflits entre aussi les gestionnaires des points d'eau et les éleveurs. On peut avoir aussi des conflits entre les éleveurs et aussi, par exemple, les exploitants des pailles, par exemple, ceux qui ramassent les pailles, etc. Donc c'est ce genre de conflit où souvent, là où il y a la pêche aussi, on peut avoir certains conflits entre les pêcheurs et ceux qui font la pêche. Quels dispositifs de médiation ou d'arbitrage sont actuellement en place pour gérer ces conflits? Sur le plan légal, quand ça arrive, comment arbitrer? Si ça arrive, la première des choses, si quand même il y a ce qu'on appelle la conciliation. Et les dispositions légales ont donné cette prérogative à la chefferie traditionnelle. Donc du village jusqu'au chef de groupement, chef de canton, sultanat. Donc c'est la première voie de règlement, en tout cas, de ces conflits. Si ces conflits ne sont pas arrivés à un niveau plus élevé, qu'est-ce que j'appelle niveau élevé? C'est-à-dire si l'inversion descend ou chérie, donc là, c'est directement, ça va au niveau de la justice. Niveau-là. Et on arrive généralement à régler définitivement les conflits? Non, la plupart des conflits, en tout cas, si je me réfère à nos relevés, puisqu'on fait le bilan chaque année, en tout cas, à peu près 90% des conflits sont conciliés. Donc, vraiment, il y a peu de conflits. Je crois que la dernière, on a fait un bilan ou une situation sur 20 ans. À peu près 98% des conflits ont été conciliés. Donc, il y a que peu de conflits qui sont partis en justice. Nous nous acheminons tout doucement vers la fin de notre forum parce que nous avons 45 minutes. Alors, pour cette troisième partie, nous allons discuter des rôles et responsabilités des parties prenantes pour réussir la libération des champs. Alors, M. Gallo Badagé, quelle est la responsabilité des autorités locales dans l'application des textes existants pour éviter les conflits entre les deux groupes? Merci beaucoup. La responsabilité des autorités locales, donc si je me permets, s'il faut aller du nouveau village, à partir du village, comme je vous ai dit, il y a déjà le chef, l'autorité traditionnelle, chef du village, qui en concertation avec l'ensemble des communautés, des acteurs qui sont au niveau du village, que ce soit éleveurs, agriculteurs, qui décident de la fermeture des champs qui est respectée à ce niveau. Et c'est la même chose aussi quand on va, qui donne leur avis, et aussi c'est les mêmes communautés, si on prend l'échelle communale. Donc je vous ai dit que tous ces acteurs-là, des villages,
des éleveurs, des agriculteurs, des organisations sont sous l'autorité du maire ou l'administrateur délégué, se retrouvent pour faire le point de la situation, en tout cas de l'évolution de la campagne et prendre les dispositions pour que tout ce qui est arrêté soit respecté de part et d'autre. Donc, je crois que chacun se donne de ses moyens pour pouvoir, en tout cas, faire en sorte que entre les communautés, qu'il y ait une vie en paix et non conflictuelle. Donc, c'est la même chose aussi, vous partez au niveau des départements. Donc, parce que quand il a accompli, quel que soit le niveau, alors le niveau est constaté. La première chose, c'est ce qui soit à la base. Donc, du village, de la commune, du département, jusqu'au niveau régional. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des conflits qui font intervenir tous ces niveaux. On pense que les conflits doivent être réglés à la base et je crois que c'est ce que la chefferie entourée de l'ensemble des acteurs, que ce soit les éleveurs locaux ou les agriculteurs, puissent en tout cas de se retrouver pour pouvoir en tout cas essayer de concilier les gens qui sont dans de telles situations. C'est pour ça, même en cas de dégâts, c'est à ce niveau que des dégâts champêtres, il y a ce qu'on appelle entre éleveurs et agriculteurs, il y a ce qu'on appelle le comité paritaire. Paritaire, ça veut dire que, alors, autour du chef du village, s'il y a deux éleveurs, on cherche 2 agriculteurs, avec le chef, ça fait 4, par exemple. C'est eux qui doivent voir qu'est-ce qu'on a détruit. C'est parce qu'en cas de dégâts, c'est ce qu'on a détruit qu'il faut rembourser. C'est pas dire qu'il y a 10 animaux ou 20 animaux, on fait prix un coup par animal. Non. Qu'est-ce qu'on a détruit comme récolte? Ça veut dire que est-ce que c'est combien de kilos, combien de sacs ça fait et on évalue en fonction du prix du produit concerné, si c'est le diabète, si c'est le mil, le prix élevé de l'année. C'est ça qu'on fixe pour avoir évalué, pour savoir. Alors c'est ça que vraiment qu'on a détruit par rapport à la superficie, bien sûr, avec l'expertise des commissions foncières, donc qui aussi, alors il y a les cadres de l'agriculture qui savent faire l'évaluation. Donc on dit, voilà, pour telle superficie, voilà, à tel stade, voilà ce que ça pourrait, ce qu'on a détruit, ce qu'il faut payer. Et c'est ça qu'il faut faire payer et ça règle le problème. Voilà, pour éviter les problèmes. Merci Gallo Badagé. Je vais me tourner vers vous, Seydou. Alors, au niveau de la Chambre régionale d'agriculture, quelle est la responsabilité de la Chambre régionale dans l'organisation des cadres du dialogue entre agriculteurs et éleveurs pour promouvoir la coexistence pacifique? Qu'est-ce que, au niveau de la Chambre régionale de l'agriculture, vous êtes en train de faire? Ou bien quel est le cadre qui est mis en place pour faciliter ce dialogue entre agriculteurs et éleveurs? D'abord, je vais vous dire que la Chambre d'agriculture, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'intermédiaire, le producteur et l'éleveur. Et puis la Chambre d'agriculture a des consulaires, consulaires dans la région de Maradi. Elle a 74 consulaires et chaque consulaire dans son département, dans sa commune, c'est lui qui représente la CRA, la Chambre régionale. Donc, dès que le conflit ou bien quelque chose, ça sonne avec l'agriculture et les producteurs et les éleveurs. Bon, l'annonce à la CRA, c'est quoi la CRA? C'est l'État. La CRA, il y a les chefs de quartier. Et d'abord, il y a chef de quartier, chef de tribu, chef de canton. Partout, ce sont eux qui règlent les conflits. Donc, avant même que la CRA aille trouver une solution, déjà le chef de canton, lui, il fait sa responsabilité entre l'éleveur et l'agriculteur. Et ils instaurent un dialogue. Bien sûr, ils instaurent un dialogue. D'abord, même le dialogue, c'est entre eux-mêmes. Si ça dépasse, donc on va voir l'autorité. C'est ça. C'est entre eux-mêmes, ça se règle. Entre le producteur et ça c'est le premier règlement.
Si quelqu'un n'est pas d'accord avec l'autre, c'est ça qui arrive jusqu'à l'autorité. Merci, M. Sédou. Je vais me tourner vers vous, madame, de l'Association pour la rénovation de l'élevage tunisien, pour demander comment les éleveurs peuvent-ils contribuer à une meilleure planification de leurs déplacements pour éviter des conflits avec les agriculteurs. Comment ils peuvent mieux planifier leurs déplacements? Oui. Donc nous, en tant que association pastorale, nous jouons un rôle avant la période, un rôle d'information, de sensibilisation des éleveurs sur le respect des réglementations en vigueur. Et ça, c'est le long des parcours. Que ce soit donc à l'interne, pour la transhumance interne, mais aussi pour la transhumance transfrontalière, nous sensibilisons les éleveurs et qu'ils ont en tout cas à respecter les dispositions réglementaires des zones d'accueil. Ça, en faisant ça, ça va nous permettre d'assurer une coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Si chacun, surtout les éleveurs, respecte les dispositions des zones d'accueil, ça va nous permettre d'avoir une certaine cohabitation pacifique entre les usagers. Alors, quelles recommandations faites-vous pour que les agriculteurs comprennent et respectent les besoins des éleveurs en matière d'accès au pâturage? Oui, là, c'est déjà les textes, les dispositions ont prévu. Il y a les dispositions qui sont là. Donc, de la même façon que AREN, en tant qu'association pastorale, est en train de diffuser ces dispositions à l'endroit des communautés, c'est de cette même façon que le Code rural assure l'information de l'ensemble des acteurs. C'est de cette façon que aussi la CRA essaie aussi d'informer les agriculteurs sur le respect des dispositions prévues pour l'accès aux ressources naturelles. Et si tout le monde respecte? Si tout le monde respecte, comme je l'ai dit au début, si on a cette reconnaissance des droits fonciers légitimes par l'ensemble des acteurs, en tout cas, on va minimiser les risques de conflit. Il n'y aura pas de conflit. Si l'éleveur reconnaît que l'agriculteur, en tout cas, il n'a pas le droit de rentrer dans les champs avant la libération des champs, il respecte toutes les dispositions réglementaires. Il reconnaît qu'en cette période-là, c'est les droits fonciers légitimes des agriculteurs. Et de l'autre côté, si les agriculteurs reconnaissent qu'après la libération des champs, ça, la terre devient un droit légitime foncier pour les éleveurs. Donc si on a ce respect réciproque, ça veut dire qu'on va mettre fin au conflit. Et de l'autre côté, il y a une initiative très pertinente qui, dans le temps, qui est mise en œuvre dans le temps, c'est la question de promotion des pratiques endogènes entre agriculteurs et éleveurs. Dans le temps, on n'a pas ce genre de conflit parce que l'agriculteur, il n'y a pas une certaine différence entre l'agriculteur et l'élevage. C'est deux systèmes agro-pastoraux qui sont complémentaires. Il y a cette complémentarité à travers le contrat de fumier, à travers les pratiques de plaisanterie. Donc, il y a des initiatives endogènes qui sont développées même au niveau local de renouer ces pratiques-là. Parce que même s'il y a la loi, si on veut que ça soit durable, il faut renouer avec des pratiques endogènes locales. Si les communautés elles-mêmes, les deux acteurs eux-mêmes reconnaissent que nous avons intérêt à travailler ensemble, nous avons intérêt à être complémentaires comme dans le temps passé, ça veut dire qu'on va y arriver à des résultats durables, très intéressants. Merci beaucoup, Madame Gallo Badagé. Une dernière question. À part le 31 décembre, déjà à Bermond, la date était fixée au 20. Est-ce que vous avez des échos par rapport au respect de cette date? Bon, merci Mohamed. Donc avant on va finir avec vous. Avant de parler de ça,
je reviens sur ce que Hajia a dit, pour dire que pour éviter tout ce problème des éleveurs, ça veut dire que dans la plupart des communautés, il y a nous avons ce qu'on appelle des aires de pâturage. Là, à part, nous avons les aires de pâturage aussi, et on a à peu près 840 aires de pâturage qui font des milliers d'hectares qui sont en tout cas à travers dans la zone agricole. Donc où les éleveurs qui sont des agro-éleveurs peuvent pâturer leurs animaux. Nous avons aussi la zone pastorale d'excellence qui est décrétée par l'État, qui sont là aussi au nord où les gens peuvent en tout cas rester pâturer si la campagne, comme elle a dit, si la campagne est bonne. Nous avons aussi ce qu'on appelle parce qu'il faut relativiser le mouvement des éleveurs. C'est-à-dire, le mouvement, à tout moment, les gens peuvent se déplacer. Mais il y a des couloirs, ce qu'on appelle des couloirs de passage, qui sont prévus. On a à peu près 9053 couloirs de passage, en tout cas à l'échelle de la région. Donc nous avons des couloirs de transhumance internationaux. Donc ça veut dire que les gens peuvent se déplacer, mais on a dit les éleveurs peuvent se déplacer même si c'est pendant la saison. Mais c'est de rester dans ce cadre-là à travers les couloirs ou accéder aux aires de pâturage. Donc pour voir si aussi les éleveurs respectent ça, tu vois, et on ne peut pas avoir... On n'aura pas de problème. Maintenant pour Bermo. Maintenant par rapport à la question de Bermo. Donc Bermo c'est relatif. C'est la zone pastorale. Oui. Donc, normalement, Bermo, ça veut dire que normalement, à Bermo, on ne doit pas avoir une dette de fixation, de dette de libération des champs à Bermo. C'est la zone pastorale, c'est dit dans les lois, c'est pour pasturer. Mais maintenant, par rapport au contexte aujourd'hui, le problème qui se pose là-bas, c'est qu'à travers cette culture de subsistance, les gens se sont en tout cas beaucoup accaparer des espaces sur lesquels ils sont le fond des cultures. C'est pas normal. Voilà, comme on dit, la loi a dit il y a des cultures de subsistance. Il y a eu trop d'abus qui sont là. Et par rapport à ça, chaque nuit, chaque période, donc c'est des conflits entre ces communautés-là. Les gens se battent, se tuent à travers ça. Donc, je crois que c'est à travers ça que les gens ont dit, bon, il faut maintenant un peu préserver c'est là où ils ont ces cultures-là pour éviter un peu ces conflits. Mais sinon, officiellement, on ne doit pas avoir une date parce que c'est une zone pastorale. Merci Gallo Badagé pour ces précisions. En conclusion, nous dirons qu'il existe bel et bien au Niger et à Maradi un cadre formel pour bien gérer la libération des champs et que cette année, tous les acteurs se félicitent de l'organisation de cette libération des champs qui est prévue au 31 décembre 2024 et estiment déjà que l'année sera calme en termes de conflits parce que toutes les dispositions ont été prises pour informer les agriculteurs et les éleveurs par rapport à la libération des champs. Monsieur Gallo Badagé, secrétaire général permanent du Code rural, merci pour avoir participé à ce forum. Monsieur Sadissou Seydou de la Chambre régionale d'agriculture de Maradi, merci aussi d'avoir participé à ce forum. Madame Maïmouna, Madame Sadi de l'Association pour la rénovation de l'élevage au Niger, AREN, merci aussi d'avoir participé à ce forum. Nous vous remercions infiniment pour vos réponses éclairées qui, sans nul doute, vont contribuer à l'éveil des consciences de tous les acteurs. Merci et à très bientôt.